Ce lundi 24 juillet à Abidjan s'est ouvert la 9e édition du Salon africain de l'invention et de l'entreprise innovante. Cette 9e édition veut mettre en lumière le niveau de créativité d'inventeurs indépendants, de start-up et des entreprises. Les techniciens et applicateurs hygiénistes sur la dératisation, la désinsectisation et la désinfection étaient en séminaire à Abidjan. Un séminaire qui leur a permis de mettre à niveau leurs compétences. Également dans ce journal, la recherche de financement et des montages de projets était au centre d'une formation des membres de l'ONG Cœur d'Or d'Afrique. Une occasion pour ces membres de renforcer leurs capacités. Et puis les Lions et Léos du district 403A2 se sont retrouvés récemment pour échanger et se former à l'orée du mandat du nouveau gouverneur du district 403A2 du Lions Club International. Bienvenue à tous, c'est l'heure de la grande édition de l'actualité sur Business 24 Africa. Ouvrons ce journal avec la 9e édition du Salon africain de l'invention et de l'entreprise innovante. Abidjan s'est ouvert ce lundi 24 juillet la 9e édition du Salon africain de l'invention et de l'entreprise innovante. Axée sur la propriété intellectuelle, l'innovation et l'entrepreneuriat, cette 9e édition veut mettre en lumière le niveau de créativité des inventeurs indépendants, des startups et des entreprises. Plus de détails avec Walter Kofi et Marius Siri. Lieu de rencontre de savants et d'inventeurs africains, Abidjan est durant 3 jours la capitale de l'invention et de l'innovation. Il s'y est ouvert ce lundi 24 juillet la 9e édition du Salon africain de l'invention et de l'entreprise innovante. Un salon initié par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI en vue de promouvoir les projets novateurs et de nouveaux produits et services qu'offrent les entreprises. Les inventions et innovations qui seront exposées durant ces 3 jours, aussi bien par les inventeurs indépendants, les centres de recherche que les entreprises, permettront non seulement de jauger le niveau de créativité au sein des États membres, mais également de mettre en lumière la capacité de ces différents acteurs à trouver des solutions technologiques endogènes aux problèmes et défis de nos sociétés. Organisé en collaboration avec le gouvernement ivoirien autour du thème « Propriété intellectuelle, innovation et entrepreneuriat », cette tribune est l'occasion pour le pays de renforcer le niveau de sécurité en matière de propriété intellectuelle. Le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, procédant à l'ouverture des travaux, a interpellé les entreprises à saisir toutes les opportunités que leur offre ce rendez-vous. Donc pour dire à nos jeunes de pouvoir profiter de ces opportunités que l'État offre à travers l'organisation de ce salon. Et chaque fois quand ils ont de belles idées, quand ils ont des idées venant de leur génie créateur, nous avons un outil local qui s'appelle l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle où ils peuvent aller déposer leur brevet. Voilà, c'est une opportunité pour nous, c'est une lucane de faire connaître nos produits par les Ivoiriens, mais aussi à 17 pays africains. Et ça nous permet dans ce challenge-là, puisqu'il s'agit d'un challenge, de pouvoir se préparer pour mettre sur le marché des produits de plus en plus compétitifs. Voilà, à travers ce salon, c'est pour juste véhiculer nos messages à ceux qui ne sont pas informés pour dire que nous avons nos produits. Organisé tous les 2 ans dans l'un des 17 pays membres de l'OAPI, le Salon africain de l'invention et de l'entreprise innovante est désormais le rendez-vous incontournable des inventeurs et d'acteurs clés de l'innovation africaine. Cette édition, tenue du 24 au 26 juillet à Abidjan, sera meublée par une exposition des meilleures inventions et innovations, des conférences-débats, des ateliers et sessions thématiques animées par des experts de renom dans les domaines de la propriété intellectuelle, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Revenons sur cette 9e édition du Salon africain de l'invention et de l'entreprise innovante. C'est un salon riche en inventions et vous le verrez, un dispositif de pompage à eau, manuel, hybride et solaire a fait sensation. Je vous invite à le découvrir. Qu'est-ce qui se passe? En cas de panne, l'utilisation de pompage solaire, automatiquement vous passez par la manche pour pomper. Alors qu'en cas de panne des pompes manuelles, les gens ils vont dans les puits et les marigots. Nous avons plus de 22 000 points d'eau qui sont pompés à la main ou avec le pied.
Et ces pompes-là, elles tombent régulièrement en panne. Quand ces pompes tombent en panne, qu'est-ce qu'il faut faire? Nos parents ils vont directement dans les marigots et dans les puits. Pour remédier à ces problèmes et des maladies hydriques, l'on a conçu derrière ce que vous voyez un dispositif de pompage hybride solaire qui regroupe ce dispositif de pompage manuel hybride solaire. Elle est pompée et commandée par le soleil. Elle empêche les efforts physiques que fournissent nos mamans, les enfants qui viennent des écoles. Fatigués, ils vont pomper avec la main ou ils vont pomper avec le pied. Et aussi, derrière moi, ce que vous voyez, quand vous venez directement, vous ouvrez la vanne, vous prenez de l'eau et puis vous rentrez chez vous. L'autre côté, ce que vous voyez, quand vous le regardez en grande image en bas, vous allez voir qu'ils viennent avec les cuvettes, ils posent la cuvette sur la tête, ça se remplit, ils vont directement déverser. Et dans le dispositif de pompage hybride solaire, un qui regroupe 3 en 1, vous avez un tuyau de refoulement que vous trouverez derrière ici. Et ce tuyau-là va alimenter un centre de santé, une école primaire. Donc d'où alors, en cas de panne du système solaire, vous allez utiliser automatiquement le bras pour pomper en attendant que le système solaire soit remédié. Alors qu'au préalable, avant, qu'est-ce qui se passait? Nos parents ils partaient directement dans les puits, dans les marigots, parce que la pompe manuelle, elle est tombée en panne. Donc aujourd'hui, fini les efforts physiques, fini les maladies hydriques, fini aussi le retour vers les marigots et les puits. C'était des propos recueillis par Walter Kofi et Marius Seri. BKO Academy, un programme destiné aux étudiants et diplômés, a refermé ses portes ce week-end à Cocody, Abidjan. La première édition de ce programme de compétition, initié par BKO Conseil, s'est soldée par la récompense des lauréats du prix du manager africain de demain. Revenons sur cette journée avec Ange Assemian. Le prix du manager africain de demain est remporté par Yeo Issouf, étudiant en qualité industrielle. Sur 12 candidats de 5 nationalités au départ, c'est lui qui a convaincu le jury d'experts internationaux. Il inscrit ainsi son nom entre les lignes de la première édition de cette compétition BKO Academy en remportant le chèque de 1 million de francs, un ordinateur et bien d'autres lots. Pour la première édition, déjà en tant que vainqueur, je dirais que BKO respecte ses engagements. Et déjà pour ce qui est des récompenses, ils ont dit qu'ils allaient récompenser, ils ont tenu la parole. L'idée c'est de aider ceux de, comme on va dire aider la relève, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à être managers demain, donc ils sont actuellement soit diplômés ou bien en train de terminer leurs études. Occasion pour les organisateurs de donner une communication sur les enjeux du futur du travail auxquels font face le manager. Présentation assurée par Jean-François Berthollet, consultant en développement organisationnel. Le cabinet BKO, à travers son gérant local, annonce pour la 2e édition de BKO Academy de belles perspectives. L'objectif, c'est que d'ici 5 ans, on ait un prix qui ait un montant au moins égal à celui du concours Miss Côte d'Ivoire. Donc nous, naturellement, on va essayer de travailler avec eux, les accompagner, les encourager pour que ce prix-là ait beaucoup de notoriété, parce que ce sont des enfants qui ont beaucoup de valeur. Notons que BKO Conseil est un cabinet fondé par des associés ivoiriens et canadiens offrant des services d'accompagnement stratégique et tactique aux dirigeants et managers. Ouvrons un chapitre renforcement de capacité. Le séminaire de formation de la première édition des métiers des 3D s'est déroulé le samedi 22 juillet 2023. Organisé par NSD Commercial, ce séminaire a réuni du 20 au 21 juillet les techniciens applicateurs hygiénistes sur la dératisation, la désinsectisation et la désinfection pour une mise à niveau de leurs compétences. Le compte rendu de Michel Brou et Auguste Nekra. Ce sont 22 techniciens, applicateurs hygiénistes et chefs d'entreprise d'hygiène bénéficiaires d'une certification reconnue par l'Union européenne qui pourront exercer aisément leur profession.
Durant 3 jours, ces techniciens ont été instruits à travers des séances de formation animées par des experts du domaine sur des modules d'actualisation, y compris les techniques de traitement des surfaces, mais aussi de lutte contre la prolifération des nuisibles, à savoir les rats, les bactéries et autres insectes volants. C'est un dispensateur d'hygiène pour le bien général. La santé des gens, c'est quelque chose de très intéressant. Et un applicateur hygiéniste va justement veiller tout au long de son parcours, d'expliquer les gens, même expliciter aux gens comment faire pour essayer de réduire au maximum la pression des nuisibles. C'est une prise de conscience, une auto-évaluation du travail déjà que nous faisons, sur d'abord nous-mêmes notre propre sécurité et ensuite la sécurité et la santé de nos populations. Issus de diverses structures et entreprises d'hygiène, ce sont des auditeurs venus partager des expériences et apprendre de nouvelles compétences qui repartent avec la satisfaction d'avoir vécu une expérience riche en informations. En gérant mieux la résistance aux pesticides, et en gros, je pense qu'il nous a aussi donné des notions d'entomologie pour mieux connaître tous les parasites que nous combattons. La première édition du séminaire de formation des métiers de 3D s'est voulu un événement au profit des acteurs du secteur de l'hygiène dans la lutte contre les nuisibles. La seconde édition, qui se tiendra au mois de décembre prochain, sera très attendue. Toujours dans ce chapitre formation, les membres de l'ONG Cœur d'Or d'Afrique étaient en atelier de formation à Bingerville. Une formation pour les renforcements des capacités de ses membres. À cette occasion, plusieurs modules ont été déroulés. Il s'agit surtout de la recherche de financement et des montages des projets au bénéfice des membres. Commentaire. La formation continue permet d'améliorer le taux de motivation, mais également la performance des collaborateurs. Résultat, les performances professionnelles connaissent un impact significatif et positif. Pour les membres de l'ONG Cœur d'Afrique, les renforcements de capacités, surtout en matière de recherche de financement ou de montage des projets, est une exigence. Il faut dire que cet atelier a été initié pour que nous puissions acquérir les fondamentaux pour mettre en œuvre notre plan d'action stratégique qui s'étale sur 5 ans. Il s'agira, comme nous l'avons dit tantôt au niveau de l'atelier, d'acheter une parcelle de terrain et ainsi, dans cette zone où nous allons acheter la parcelle de terrain, faire travailler les femmes démunies, faire travailler les jeunes qui ont besoin de s'occuper, de telle sorte qu'ils puissent se prendre en charge. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour être entretenus sur comment mobiliser les ressources sur la recherche des partenariats et l'écriture des projets. Pour les membres de l'ONG Cœur d'Afrique, l'autonomisation économique, surtout des femmes, est un processus de transformation de la femme en vue de la rendre financièrement indépendante pour favoriser son épanouissement. Tout autre chose à présent, le samedi 22 juillet 2023, le syndicat des commerçants, artisans et opérateurs économiques de l'Afrique de l'Ouest, en acronyme SICAO-PAO, et l'Union des commerçants des États de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, ont tenu une conférence de presse conjointe sur la question de la cherté de la vie. Une conférence qui fait suite à la gestion du plafonnement des prix de l'année dernière. Plus d'informations avec Michel Brou. Le syndicat des commerçants, artisans et opérateurs économiques de l'Afrique de l'Ouest et l'Union des commerçants des États de l'Afrique de l'Ouest ont exprimé leur désaccord face au dysfonctionnement des mesures de mise en œuvre du plafonnement de certains produits de consommation. Cette décision du gouvernement, à travers le décret numéro 2022-167 du 9 mars 2022, a fixé des prix sur le riz, l'huile de palme raffinée, le sucre, la tomate concentrée, le lait, les pâtes alimentaires et la viande de bœuf. Cependant, les syndicats évoquent une injustice dans la chaîne de valeur des distributeurs dont sont victimes les détaillants, dénonçant ainsi des irrégularités dans le système de contrôle. Ils en appellent aux autorités et décideurs afin de trouver des solutions en faveur des commerçants détaillants pour garantir des prix justes et abordables pour tous. Nous interpellons le Premier ministre pour qu'on puisse vraiment s'asseoir pour pouvoir parler, pour trouver la solution, puisque nous avons des propositions à faire. Nous sommes des hommes du terrain. Voilà, nous avons des propositions à faire par rapport au constat que nous faisons sur le terrain. Donc il est important pour le bien-être non seulement des consommateurs, pour le bien-être des commerçants eux-mêmes,
il faut que vraiment la primature s'implique pour qu'on puisse en parler, faire des propositions concrètes. Voilà, comme on le dit, le contrôle, nous ne sommes pas contre du tout du contrôle, mais tel qu'elle est procédée, c'est ce qui pose problème. Les commerçants mèneront des actions au mois d'août prochain, allant à la fermeture des commerces si aucune issue n'est trouvée à leurs revendications. Les régions 31, 33 et 35 du district 403-2 du Lions Club International ont récemment organisé une journée de formation à l'endroit des Lions. Dénommée Grand Bain, cette formation visait à renforcer les capacités des Lions sur les missions, les défis et les objectifs, ainsi que la vision du club service. Cette formation dispensée par le président du Conseil des gouverneurs a été suivie de près par le gouverneur du district 403-2, Kone Nanogo et Tima Traoré. Grand Bain, c'était le nom de cette journée de formation tenue le samedi 22 juillet 2023 à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères. Cette formation organisée par les régions 31, 33 et 35 du district 403-2 du Lions Club International a donc réuni l'ensemble des Lions autour des questions relatives à l'expansion du club. La formation est l'essence du succès. Nous avons pensé bon, en début de mandat, à la demande de notre gouverneur, de mobiliser suffisamment les Lions afin qu'ils soient outillés pour aller vers nos communautés et les servir. Cette formation assurée par le président du Conseil des gouverneurs, venu tout droit du Togo, a permis de renforcer les capacités des Lions sur la vision du Lions Club International. Nos priorités sont celles du renforcement de nos effectifs. Aujourd'hui, sur la Côte d'Ivoire, nous sommes à peu autour de 1600 membres. Nous devons accroître cela pour aller, à la fin de notre mandat, autour de 1900 membres. 2000, on veut avoir 2000 membres en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment une priorité majeure. Après la seconde, c'est d'avoir mettre en place des œuvres, des œuvres structurantes qui vont permettre vraiment d'assurer une certaine durabilité de toute l'action que nous menons vis-à-vis de nos populations défavorisées. Vous savez, pour nous, un lion qui n'est pas formé ne sert à rien. Il ne sert strictement à rien. Donc tous les lions doivent savoir qui nous sommes, notre association, comment nous sommes organisés. Rappelons que le district 403-2 du Lions Club International, gouverné par Daniel Sampa, couvre 4 pays dont la Côte d'Ivoire, le Togo, le Libéria et la Sierra Leone. Ouvrons une page culture. La 3e édition du festival web prévue pour les 11, 12 et 13 août au stade Kona Raphaël de Makori a été officiellement lancée. Le thème choisi, jeunesse et tradition. Ce festival a pour objectif de promouvoir auprès de la jeunesse la culture web. Le compte-rendu de Eunice Bogou. Le FestiWem ou Festival Web de Makori est aujourd'hui à sa 3e édition et l'édition de cette année sera célébrée autour du thème Jeunesse et tradition pour encourager les jeunes à s'intéresser davantage à leur origine et culture. Une fois de plus, la danse, la musique, la gastronomie, la mode, l'artisanat et la représentation des danses en voie de disparition autour de la culture web seront à l'honneur. La jeunesse doit retenir de sa tradition ce qu'il y a de plus riche, ce qu'il y a de plus fort et de ce qu'il y a de plus constructif. Donc, ce que nous demandons à la jeunesse, c'est de pouvoir s'accaparer leur tradition et savoir ce qu'elle peut en tirer comme richesse. Cette année, nous mettons l'accent sur les danses en voie de disparition. Nous parlons du joie, nous parlons du clown, nous parlons de bain, parce que toutes ces danses-là aujourd'hui sont en voie de disparition et nous nous faisons fort de pouvoir les ressusciter et les porter à hauteur de vue afin que personne n'oublie, afin que personne ne se dise qu'il n'y a que les glaïs qui existent en pays web. Vous aurez la version féminine des glaïs qui sont les Goldware et nous les attendons ici à Abidjan pour une prestation inédite. D'ailleurs, le Festiweb sera bientôt une application téléchargeable sur Play Store ou App Store. Vous aurez aussi le site web d'abord qui est déjà disponible. Et sur le site web, vous pourrez apprendre le web, vous pourrez avoir des comptes, vous pourrez apprendre aussi à compter en web.
C'est-à-dire qu'en 2 éditions, le Festiweb s'invite dans les maisons et s'invite sur les smartphones. Notons que ce festival attend plus de 10 000 visiteurs, soit 3 000 participants sur les 3 jours de l'événement. Rendons-nous à Yamoussoukro. Le 22 juillet, la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat a examiné le projet de loi portant la révision constitutionnelle en République de Côte d'Ivoire, tel que modifié par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020. Il a été présenté par Jean Sanson Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. À sa suite, le dimanche 23 juillet, le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, a présidé la séance plénière de délibération du Sénat sur le même projet de loi qui a été voté à la majorité des sénateurs. Présidé par Abdoulaye Tano, président de la commission, cette séance a été l'occasion pour l'émissaire du gouvernement, Jean Sanson Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, de présenter aux sénateurs l'intérêt et les implications de ce projet de loi de révision constitutionnelle. Les modifications proposées portent essentiellement sur les articles 90, 94 et 107. Et ce qu'il faut retenir de l'article 94, c'est que cet article réintroduit les 2 sessions qui avaient été abrogées précédemment. Et il a également été proposé dans ce projet de loi la possibilité pour l'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en congrès à la demande du président de la République, de procéder au réaménagement de leurs sessions ordinaires de façon exceptionnelle. Quant à l'article 107, il permet de conférer au président de la République un droit d'amendement. Ce projet de loi a été soumis au vote de l'ensemble des sénateurs à l'occasion d'une séance plénière de délibération le dimanche 23 juillet, présidée par le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio. À l'issue des délibérations, il a été adopté à la majorité des sénateurs présents avec 91 voix pour et 4 voix contre. Le président du Sénat a salué l'opposition pour leur contribution. Nous voulons saluer particulièrement l'esprit qui a présidé aux travaux du Sénat, d'autant plus que l'opposition, à travers le groupe parlementaire PDCI-RDA, a contribué positivement à l'adoption du texte. Nous saluons l'opposition au Sénat, qui est une opposition responsable. Ce projet de loi de révision constitutionnelle sera soumis au Parlement réuni en congrès pour son adoption définitive le mardi 25 juillet 2023 à Abidjan. À l'image de plusieurs localités de Côte d'Ivoire, plusieurs villes et villages de la région du Gontougo sont difficiles d'accès vu l'état des routes qui sont impraticables. 4500 km de routes bénéficieront donc de reprofilage dans la région et la ville de Tanda. Cette opération a vu le lancement des travaux de bitumage de ces rues sous la présence effective du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani et de l'AGEROUTE. Le compte-rendu de notre correspondant régional Anissé Kouadio. Le village de Sorobango, dans le département de Bondoukou, est difficile d'accès. La route est totalement impraticable. Du Bondoukou à Sorobango, on va faire 1 heure du temps. Avant, il y avait un malade. L'ambulance même ne peut même pas passer. Donc vraiment, la femme, elle est décédée sur la route avec son grossesse. Tout comme Sorobango, c'est plusieurs villages de la région du Gontougo qui ont des routes difficiles d'accès. L'État de Côte d'Ivoire, pour soulager la population, a décidé de procéder au reprofilage lourd et léger de plus de 4500 km de routes des différents villages et autres campements de la région du Gontougo. Lancé dans le village de Welekeyi, à 5 km de Bondoukou, en présence du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani et M. Fabrice Koulibaly, DG de l'AGEROUTE, pour le plus grand bonheur des populations. Et quand nous regardons un tel grand programme, nous voyons que le chef de l'État est en train de faire un travail structuré et qui nous amène vers le vrai développement. Après Welekeyi, c'est la localité de Tonda qui verra très bientôt ces différentes routes et autres carrefours bitumés. À cause de l'état de la route, on a perdu énormément d'argent. On a vraiment perdu beaucoup. Parce qu'on va payer les véhicules très chers et même pas 1 an, les véhicules sont défaillants. Kobena Kwasi Adjoumani, le DG de l'AGEROUTE et plusieurs autorités ont donné le premier coup de pioche du bitumage qui va donner fière allure à la ville de Tonda. Il était important que nous puissions bâtir un programme ambitieux afin de rendre ces routes circulables,
pour que nos populations, nos commerçants, nos braves paysans puissent facilement écouler leur production. Le président Alassane Ouattara vient d'honorer un vœu cher à nos parents. C'est une grande joie. Ce programme fait partie du projet d'entretien routier 2023-2025 avec pour objectif de réhabiliter 4500 km de routes et de pistes villageoises. Ce reprofilage lourd et léger coûtera à l'État de Côte d'Ivoire 12 milliards de francs CFA. On remonte vers le nord du pays et plus précisément à Ferkessédougou. Il s'est tenu à Kumbala dans le canton Palaka le week-end dernier, le lancement officiel de la 3e édition du tournoi de la fraternité et de la cohésion sociale. Un tournoi doté du trophée Ténébiraïma Ouattara. L'objectif pour la fédération et les associations des mutuelles du canton Palaka est de prôner le vivre ensemble à travers le sport roi. Reportage Ouattara Daouda. Le football, facteur de rassemblement, mais aussi de cohésion sociale, a réuni tous les villages du canton Palaka ce samedi 15 juillet 2023 à Kumbala. D'où le lancement officiel du tournoi de la fraternité, doté du trophée TBO, organisé par les cadres et mutuelles de développement du canton, à l'honneur du ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional du Tchologo, M. Ténébiraïma Ouattara. Avant le coup d'envoi de cette 3e édition, l'honneur est revenu à M. Ouattara Bafetegui, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Canada, de s'exprimer au nom du parrain de la cérémonie, l'honorable Abdoulaye Karim Diomané, député de Kong, questeur de l'Assemblée nationale, empêché. Qui ont le soutien facile. Fondamentalement est de ceux-là. Et donc je voudrais, n'est-ce pas, lancer un appel à tous ces jeunes qui sont ici réunis, qui vont prendre part, n'est-ce pas, à ces événements, à ces activités récréatives. Parce que c'est tout le sens de ce qui nous réunit aujourd'hui. RC Yarabele en bleu ciel et Kumbala en blanc. C'est finalement FC Kumbala qui a gagné le score 1-0. Notons que 27 équipes participeront à cette 3e édition du tournoi doté du trophée TBO, dont la finale est prévue dans le mois d'août. Direction San Pedro, la société coopérative agricole de Niato, dans la sous-préfecture de Grabo, en collaboration avec ses partenaires financiers, Mitsubishi Corporation et Olam, a procédé au lancement de son projet d'agroforesterie. L'idée est de faire de la production du cacao durable sous ombrage. Le lancement a vu la présence de nombreux élus locaux, de responsables administratifs et des populations. C'est en présence du sous-préfet de Grabo et des autorités coutumières que la société coopérative agricole de Niato et ses partenaires financiers ont lancé ce jour le projet d'agroforesterie dans le village de Niato. Financé par Mitsubishi Corporation et le groupe Olam, ce projet permettra aux communautés cacaoyères de Niato de produire du cacao durable sous ombrage. D'ores et déjà, 15 400 plantes sur les 25 662 pépinières nécessaires ont déjà été plantées par les producteurs. Je dis merci à Mitsubishi et Olam. Vraiment, ils nous ont confié un projet. On va tout faire pour que s'ils viennent l'année prochaine, ils vont ajouter d'autres projets encore pour que ils vont voir que le travail qu'on a fait, c'est énorme. Je suis très heureux d'ici aujourd'hui, de voir tout le monde ici. C'est le lancement de ce projet. C'est très important pour Mitsubishi Corporation parce que la décarbonisation, c'est un des sujets plus importants de Mitsubishi. Le sous-préfet de Grabo a félicité et encouragé cette initiative qui contribue à la restauration du couvert forestier ivoirien. Et j'invite même toutes les autres coopératives à emboîter le pas parce que cela va dans l'intérêt de toute la Côte d'Ivoire. Parce que dans la politique du gouvernement, en tout cas, il est question de penser la restauration de la forêt en Côte d'Ivoire. Ce projet d'agroforesterie pour la production de cacao durable sous ombrage sera mis en œuvre par la Société coopérative agricole de Niato, une coopérative de 909 membres. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent sur votre télé utile. Au revoir.